deuxième partie qui, dans sa première partie, sera constituée de tables rondes. Nous allons avoir 2 tables rondes et accueillir nos partenaires ainsi que nos experts internes et externes pour parler dans cette première table ronde d'infrastructures, infrastructures au pluriel. Ils vont notamment nous expliquer comment elles contribuent, ces infrastructures, à produire une eau de qualité. Donc l'intitulé de cette première table ronde, c'est la qualité jusqu'au point de consommation grâce à des infrastructures résilientes. Nous allons avoir Olivier Tognetti, expert développement industriel Mille et une fontaines en ligne du Vietnam. Il nous parlera en français. En ligne de Madagascar, nous aurons Mamie Andria Mia Rinjaka, qui est responsable des opérations Ranontsika. Et avec moi, sur scène, Armelle Perrin-Guinaud, avec laquelle nous allons échanger et discuter. On va commencer avec vous, Olivier Tognetti. Vous êtes en ligne du Vietnam. Quelques mots de présentation pour dire que vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie du traitement de l'eau embouteillée et la gestion de sa qualité, avant de rejoindre Mille et une fontaines depuis le Vietnam. Vous avez en charge le développement industriel et la mise en place d'un support technique ad hoc au directeur pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, en 2004, donc année de la création de Mille et une fontaines, lancement de Mille et une fontaines et lancement de son modèle pionnier qui est le Water Kiosk, le kiosque à eau. Pouvez-vous nous dire comment vous avez, en 2024, donc 20 ans après, comment ce modèle reste pertinent, voire s'est modernisé au fil de ces 20 ans, Olivier Tognetti? Oui, merci, bonjour tout le monde. Oui, le modèle du kiosque au Cambodge, il reste pertinent car tant qu'on est actif sur les zones rurales, et ça a déjà été présenté, il n'y a pas d'autre accès à une eau potable. Même si les infrastructures s'améliorent, bien sûr, au Cambodge, on voit quelques réseaux, des réseaux d'eau de ville apparaître, on en a de plus en plus en disponibilité pour alimenter nos kiosques. Ces réseaux d'eau de ville ne sont toujours pas satisfaisants, et ne serait-ce que parfois sur des critères purement esthétiques. Donc la couleur de l'eau n'est déjà pas là. Donc le modèle reste pertinent par sa simplicité. On est sur c'est la technologie de base qui a été mise en place même à l'époque. Voilà, c'est la base de tout traitement d'eau. Donc c'est des modèles qui sont simples, qui sont réplicables, qui ont réussi à délivrer en volume et en qualité jusqu'alors. Alors bien sûr, on les fait évoluer, ces kiosques. La participation est encore très, très récente dans l'organisation, mais on les fait évoluer de façon à ce qu'ils soient encore plus résilients que ce qu'ils le sont actuellement. Actuellement, il y a une certaine résilience au changement de qualité d'eau. Hein. Lorsqu'on prend de l'eau d'un étang, il est bien évident que sa qualité varie pendant l'année. Il faut savoir s'adapter à cela. Donc on les fait évoluer toujours avec des technologies plus résilientes, et c'est le cas par exemple grâce à Veolia Fondation, où on va mettre en place là 5 pilotes avec une technologie d'ultrafiltration. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais voilà, c'est un traitement qui est plus mécanique que chimique, qui est donc constamment résilient. Il n'y a pas besoin de suivre au fil près la qualité d'eau. On fait évoluer ces kiosques donc sur les technologies qu'on met en place. On les fait aussi évoluer grâce à l'infrastructure. En fait, comme je disais, au Cambodge, l'infrastructure s'améliore. On voit des réseaux d'eau apparaître, mais on voit surtout l'accès à l'électricité, ce qui n'était pas le cas en 2004, où il fallait absolument que les unités soient solaires, ou au moins que le solaire soit en backup. Là, on voit quand même qu'on a un accès à l'électricité qui est prédominant. Il n'y a plus de kiosques qui s'installent uniquement en solaire, en tout cas pour le moment. Donc ça nous permet d'avoir la possibilité de mettre en place d'autres technologies, des technologies qui vont répondre au changement aussi de marché.
les habitudes de consommateurs. Maintenant, voilà, il y a une problématique parfois dans certaines régions d'acceptabilité au goût, pardon. Et donc, certaines technologies nous permettent de répondre à cela. On peut maintenant se permettre, ce qui n'était pas le cas avant, de pouvoir traiter des eaux plus difficiles parce qu'elles sont salines, parce qu'il y a des polluants naturels comme l'arsenic. Zaïd en a parlé en introduction. Voilà, on a des technologies qui vont nous permettre de considérer un plus large spectre de ressources possibles à chaque fois qu'on veut implémenter un kiosque, mais on est beaucoup moins limité maintenant que ce que ça pouvait l'être en 2004 où voilà, il fallait, parce que la technologie était simple, mais pas véritablement magique, il fallait être limité dans ses choix. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on fait évoluer ces kiosques. On travaille aussi beaucoup sur l'ergonomie. C'est important de parler du traitement d'eau, mais c'est aussi important de considérer que ces entrepreneurs manipulent des bouteilles de 20 kilos ou des bidons de 20 kilos à Madagascar, que ce soit des employés ou des entrepreneurs, c'est pareil. Voilà, il faut travailler sur cette ergonomie, je vais y arriver, tout simplement pour rendre la pénibilité au travail moindre, que l'entrepreneur puisse travailler avec moins d'efforts. L'infrastructure routière se développe aussi, les moyens de distribution souffrent moins, donc on peut aussi livrer à sur plus grands kilomètres, plus de population. Donc voilà, tout cela, on le fait évoluer constamment. Malgré tout, le modèle type du kiosque, qui est cette petite unité d'embouteillage, qui a le gros bénéfice quand même de livrer aux consommateurs dans une bouteille, alors que donc on peut garantir la qualité depuis le moment de l'embouteillage jusqu'à la livraison, ce qui n'est pas le cas, on le sait, dans du pipe. Donc on fait évoluer ces kiosques aussi sur leur capacité aussi d'embouteillage. Les kiosques aujourd'hui d'ancienne génération, on voit entre 60, 120, 150 bouteilles par jour pour les plus courageux. Aujourd'hui, les kiosques de nouvelle génération, on est plutôt sur du 200 à 300 bouteilles jour. Ça reste dans la limite de l'acceptable pour un entrepreneur. Mais voilà, on fait évoluer les kiosques dans tous ces sens pour les rendre plus faciles, plus performants, arriver à mieux gérer la qualité, on la gérait déjà, mais avec un traitement d'eau plus performant, il est plus facile de gérer et de maintenir la qualité sans accroc. Pour ce qui est du devenir des kiosques, on le disait, les petits villages deviennent des petites villes, les besoins sont plus importants, donc c'est tout à fait imaginable que encore les prochaines évolutions amèneront à des kiosques pas de taille aussi importante que les projets comme à Madagascar, au Vietnam ou encore au Bangladesh, mais plutôt des tailles intermédiaires qui restent gérables pour des entrepreneurs. C'est à l'étude, on regarde ça, mais oui, là, on va avoir des modèles de kiosques très ruraux et puis des modèles de kiosques qui vont petit à petit se rapprocher de modèles périurbains. On sera pas encore sur de l'urbain, mais en tout cas périurbain. Merci Olivier Tognetti, mais je sais qu'on vous garde pas loin parce que j'aurais une question à vous poser à chacun au terme de cette première prise de parole. Je vais me tourner maintenant vers Mamie Andria Miaring-Jaka, pardon si j'ai mal prononcé votre nom, qui est responsable des opérations Ranantsika à Madagascar. Vous allez vous exprimer en anglais. Quelques mots de présentation pour dire que vous êtes, et c'est important, diplômé en ingénierie des procédés alimentaires et agricoles de l'École supérieure des sciences agronomiques de l'Université d'Antananarivo, avec un master en ingénierie environnementale offshore de l'Université de Stavanger en Norvège. Et vous avez rejoint Ranantsika en 2021 en tant que responsable HSE. Alors c'est donc
Oui, alors je ne saurais plus le traduire, mais vous avez tous compris. Là, j'ai été piégée. Et vous occupez actuellement le poste de responsable intérimaire des opérations depuis environ 9 mois maintenant, période durant laquelle vous avez remplacé Luc, qui vous précédait donc pendant son congé sabbatique. Je rappelle que Madagascar, Mamie, c'est le deuxième pays 1001 fontaines. On peut imaginer que l'approche est différente de ce que nous a exposé Olivier Tognetti, qui était avec nous depuis le Vietnam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, l'approche différente, mais l'accent est mis sur la qualité, puisque c'est évidemment un des critères absolus pour 1001 fontaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui viendrait compléter ce que nous a expliqué Olivier Tognetti, Mamie? Okay, so hello everyone. Très bien, bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de problème pour la prononciation des noms parce que tout le monde ici à Madagascar a des noms très difficiles à prononcer. C'est très typique de la région. Il n'y a pas de problème. Ici au Madagascar, nous avons qu'on appelle un modèle en version hub avec une usine centralisée avec une capacité de production de 2400 bouteilles par jour. Et ensuite, nous avons des pôles de distribution qui sont distribués, répartis un peu partout dans le pays. Nous avons 40 personnes qui travaillent pour gérer la production, la distribution et la vente. Pour la ville de Tamatave, l'usine se situe en dehors de la ville avec un parc de 4 camions qui livrent ces bouteilles vers nos points de vente qui sont en contact avec les clients. Cette année, nous vendons environ 1500 bouteilles par jour en moyenne. Progressivement, nous avons mis en place cette structure adaptée pour pouvoir fournir un service de qualité. Il y a donc cette production centralisée qui nous a permis de focaliser nos efforts sur le contrôle qualité. Nous avons également un laboratoire pour nous assurer du suivi de qualité de l'eau sur la source d'eau et jusqu'au traitement et aussi par rapport à la qualité de l'eau qui est livrée vers les pôles de distribution. Ces bouteilles représentent un défi additionnel. Il est difficile de nettoyer ce genre de bouteilles à cause de la forme. Mais ça nous a permis de produire 1 million de bouteilles sans ajout de plastique et ça nous aide à réduire notre impact sur l'environnement. Quand j'ai rejoint l'équipe à Nautica, j'ai commencé comme personne dans la qualité pour développer des standards et je suis maintenant dans le suivi des opérations pour m'assurer de la haute qualité au niveau de la production, la distribution et jusqu'au service client également. Mon cheminement a été très intéressant, il y a eu plein de défis, mais c'est pour cela que ça a été intéressant et unique au Madagascar. Merci Mamie, et on voit bien effectivement la complexité de toutes les opérations, à la fois la mise en bouteille et le recyclage, le nettoyage que vous avez bien souligné. Donc ça c'était pour les témoignages, mais on vous retrouvera un tout petit peu plus tard, témoignages de nos équipes, des équipes de 1001 fontaines, donc au Vietnam et à Madagascar.
Il y a aussi les partenaires, on l'a vu précédemment avec l'Agence française de développement, et le nom de Veolia a été plusieurs fois cité ce matin, en particulier dans le film que Julien Ancel nous a présenté. Armelle Perrin-Guinaud, vous êtes directrice des engagements sociétaux chez Veolia. Je donne quelques éléments de votre background pour dire que vous avez débuté votre carrière en tant que responsable communication et marketing pour l'activité eau en Île-de-France de Veolia, sur des problématiques de communication et sensibilisation des parties prenantes en lien avec les enjeux de l'eau. En 2015, vous avez rejoint la direction du développement durable pour travailler sur les événements internationaux liés au développement durable, la COP Climat, Forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. En 2018, vous êtes devenu responsable de l'engagement pour l'accès aux services essentiels, et depuis 2021, vous êtes en charge des engagements sociétaux du groupe intégrant les questions liées à la création de valeur et l'ancrage au sein des territoires, l'accès aux services essentiels, l'innovation sociétale et le pilotage du comité Crystal Friends de Veolia, un groupe d'experts des problématiques sociales et environnementales qui challenge la direction générale de Veolia sur des questions en lien avec sa stratégie. J'ai une première question pour vous, Armelle Perrin-Guinaud. La Fondation Veolia a été le partenaire historique de Mille et une Fontaines dès le début, on l'a entendu, et vous vous engagez à nouveau avec Tocsat 1001. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce nouveau partenariat, ce qui vous motive et ce qui vous intéresse dans cette collaboration ? Merci, bonjour à toutes et à tous et bon anniversaire à Mille et une Fontaines. Alors effectivement, la Fondation Veolia, c'est partenaire des débuts de Mille et une Fontaines, et ce qui est assez amusant, c'est que il y a 20 ans, c'était aussi la date de la création de la Fondation Veolia. Donc il y a une histoire commune qui existe depuis le début. La Fondation Veolia, c'est une association qui œuvre pour des projets d'intérêt généraux, autour de 3 axes qui sont l'urgence humanitaire et l'aide au développement, la protection de l'environnement et de la biodiversité, et puis l'emploi et le lien social. La particularité de la Fondation Veolia, c'est d'avoir un engagement fort des salariés du groupe, puisque les salariés sont présents soit en tant que parrains des projets qui sont soutenus par la Fondation, soit en tant que volontaires au sein d'une structure liée à l'urgence qui s'appelle la Veolia Force. La Fondation, elle est aussi à la recherche dans la construction de partenariats pérennes, de partenariats de long terme. Et l'histoire avec Mille et une Fontaines, c'est vraiment le meilleur exemple, parce que on voit un projet qui a été soutenu à l'origine, qui continue à grandir et que la Fondation est fière de continuer à accompagner. Et puis dans les éléments importants aussi de contextualisation de l'action de la Fondation, il y a la question de l'innovation, puisque la Fondation essaye également de soutenir des modèles innovants, des modèles impactants, qui peuvent être également des modèles réplicables. Et là encore, je trouve que Mille et une Fontaines, c'est une bonne illustration des types de projets que la Fondation Veolia soutient. Donc on l'a dit, 2004, premier projet avec Mille et une Fontaines, la collaboration, elle s'est poursuivie à plusieurs reprises, notamment en 2021, où on a eu un projet important qui a mobilisé et la Fondation et le groupe Veolia à travers un dispositif qui s'appelle le FASEP, qui est un dispositif de la Direction Générale du Trésor pour le soutien à l'export des entreprises françaises, et dans lequel Veolia a assuré ce qu'on appelle un rôle de chef de file. Donc on a embarqué 2 startups au bénéfice de Mille et une Fontaines pour travailler sur un pilote autour de un nouveau modèle de kiosque, un kiosque qui se veut plus efficace. Donc on a travaillé sur comment améliorer la production de l'eau de ce kiosque, mais également un kiosque moins carboné, donc avec tout un volet
autour de la production d'énergie à travers des panneaux solaires, et un gros volet sur le digital pour améliorer aussi le suivi à distance, mieux comprendre aussi toute la donnée qui est remontée et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour mieux faire fonctionner ce kiosque. Donc ça, c'est un gros projet qui nous a beaucoup mobilisés. Et dans les axes aussi importants de la Fondation, il y a la notion de mécénat de compétences. Ce n'est pas simplement un soutien financier, c'est également de l'expertise qui est apportée. Et là, c'est vrai que ça fait sens avec l'activité de Veolia. Veolia, on est effectivement une entreprise qui, dans ses 3 activités, a un métier lié à l'eau. Et donc, on a des gens qui connaissent le traitement de l'eau et qui peuvent venir apporter aussi à une structure comme Mille et une Fontaines ce regard de professionnels, d'experts, pour continuer à améliorer la technologie. Et je dirais dans le sens inverse, ce qui nous motive aussi, donc Veolia, on est un opérateur urbain. On travaille beaucoup avec plutôt des grandes villes, des États aussi, mais plutôt sur cette dynamique urbaine. Et on le voit aujourd'hui dans la croissance et le développement démographique. Les villes s'étendent, mais il y a toutes ces zones aussi périurbaines. Donc on évoquait les campagnes, mais qui se rapprochent des villes, ou bien les villes qui se rapprochent aussi des campagnes. Et la question qu'on se pose beaucoup, nous, sur le sujet de l'accès, c'est, et on est interrogé aussi dessus par nos clients, on voyait l'AFD, les bailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour ces populations qui sont un peu à la limite, quelque part, donc qui ne sont pas encore raccordées par un réseau urbain d'eau potable et qui donc ont besoin d'avoir aussi une solution pour l'accès à ce service essentiel. Et mieux comprendre le fonctionnement des water kiosks, c'est aussi pouvoir imaginer des dispositifs futurs où le réseau pourrait être complété par ces dispositifs qui peuvent être plus ou moins pérennes, parce que c'est vrai qu'on sait que ça prend du temps de développer un réseau d'eau potable, mais qui peuvent répondre aux besoins des populations en apportant une solution. Donc c'est là aussi où nous, au contact des équipes de Mille et une Fontaines, on s'enrichit d'une compréhension de cet outil de kiosque. Comment est-ce qu'on peut trouver des synergies avec notre métier de distributeur d'eau. Et pour revenir donc sur la suite, effectivement, la Fondation Veolia porte un nouveau projet depuis 2024 avec Mille et une Fontaines, qui vient aussi de toute la réflexion qu'on a eue dans le cadre du FASEP, comment on améliore ce kiosque. Et l'idée de ce nouveau partenariat, c'est de travailler sur 3 axes. On va travailler sur la qualité de l'eau. On a évoqué tout à l'heure la question de l'ultrafiltration. Alors, Mille et une Fontaines, ils grandissent au Cambodge. Je crois qu'il y a à peu près 400 kiosques aujourd'hui. Mais du coup, c'est autant de ressources différentes qui n'a pas forcément exactement la même qualité partout. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner aussi sur les enjeux de qualité d'eau, sur les enjeux de contamination microbiologique à travers l'ultrafiltration. Donc c'est ça aussi que la Fondation et les experts de la Fondation vont apporter. Ils vont aussi aider à intégrer ce sujet dans le design des kiosques. Le deuxième volet, ça va être autour de la connectivité. On a parlé de la data qu'on a travaillé dans le cadre du projet pilote. Là aussi, comment sur un parc de 400 kiosques, on va aussi travailler sur toute cette mise en commun de données, une meilleure connectivité pour améliorer globalement la gestion, la maintenance, l'ensemble de ces problématiques opérationnelles. Et puis un enjeu évidemment avec 400 kiosques de gestion patrimoniale. Donc là aussi, comment l'informatique peut contribuer à favoriser et améliorer tout ce programme de rénovation, réhabilitation, mieux comprendre un peu le vieillissement aussi de ces infrastructures. Voilà, donc c'est un partenariat qui ne se contente pas d'un soutien financier. On est là depuis 20 ans et on a envie de continuer l'aventure et de réfléchir aussi sur comment on peut imaginer ce kiosque de demain qui réponde aux besoins des populations et qui soit toujours plus performant. Oui, le mot complémentarité me vient à l'esprit pour comprendre ce partenariat partagé. Exactement, complémentarité et trouver des synergies sur ces deux activités. Alors, on a évoqué avec Olivier Tognetti et puis Mamie depuis Madagascar les défis
internes, parmi les défis externes, parce qu'il y en a évidemment, c'est la question de l'impact du changement climatique sur les questions évidemment liées à l'eau, et comment cette approche s'inscrit dans une démarche de renforcement de la résilience. Olivier Tognetti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur l'impact du changement climatique sur votre activité, et en particulier au Vietnam? L'impact du changement climatique, bah oui, il est présent, je pense, dans l'esprit de tous. On nous le rabâche au journal télévisé régulièrement. Et c'est vrai que cet impact, il va avoir plusieurs impacts, suivant les régions dans lesquelles on se trouve. En zone côtière, ça va être des eaux encore plus salines. Dans des zones plus continentales, je dirais, les chocs, les alertes canicules, les montées en température vont avoir forcément comme effet d'assécher les étangs ou, voire pire, de réduire le niveau des nappes phréatiques. Donc, au Cambodge, il y a déjà eu un travail qui a été entamé là-dessus cette année, peut-être un peu l'année d'avant. Une autre étude sera lancée l'année prochaine là-dessus, mais on a déjà pris des actions concrètes. Tous les nouveaux kiosques sont quand même rehaussés de façon à prévenir des problèmes d'inondation. On cherche aussi à avoir systématiquement un backup sur les kiosques de ressources, c'est-à-dire qu'un kiosque qui est branché sur un étang, on essaie de voir si on peut avoir un accès aux pipes ou à un forage de façon à être un peu plus indépendant. Alors c'est sûr que s'il n'y a plus d'eau dans le pipe, il n'y a plus d'eau dans les étangs, et ça sera toujours problématique, mais en tout cas on le garde en tête, et on rajoute sur certains kiosques, là, suivant les cas, on met la possibilité d'avoir une cuve de stockage un peu plus grosse qui permettra, le cas échéant, d'être livré par camion avec 2-3 jours de capacité de stockage pour pallier et ne pas avoir une disruption complète de la livraison de notre eau qui est vitale pour les populations. Donc, après, techniquement, c'est sûr que les technologies vont devoir être mises en place de façon à être résiliente et par rapport aux problématiques d'eau plus saline. Ça c'est clair. Il faudra aussi prévoir peut-être à certains moments des systèmes de recyclage de façon à pouvoir véritablement s'adapter à ce stress hydrique qu'on va faire face et qu'on fait face, même je dirais encore déjà aujourd'hui pour le Cambodge. En tout cas, c'est certain. On a déjà un changement climatique à l'échelle de l'année. Il y a une saison des pluies, une saison sèche. Donc on suit ces variations, ces qualités d'eau, de façon à pouvoir tout sans arrêt être à adapter le fonctionnement des kiosques. Au Bangladesh, Valérie en a parlé, les eaux sont déjà sur la zone sur laquelle on est actif grâce à Uttaran. On est déjà sur des eaux qui sont salines. Le changement climatique ne va pas faire améliorer les choses, donc il y a encore beaucoup de travail à mener dans ce sens, avec des phénomènes d'ouragan. C'était le cas encore au mois de juin-juillet. Voilà, des épisodes terribles, des populations qui sont déplacées, etc. Donc il y a encore beaucoup de travail pour nous dans ce sens-là. Au Vietnam, ils sont un peu plus... c'est différent, parce qu'au Vietnam, c'est un projet urbain, donc on est connecté à un réseau d'eau municipale qui alimente, il y a plusieurs stations, bien entendu, autour de Saigon, mais on a 12-15 millions d'habitants. Je dirais que la résilience au changement climatique est déjà prise en charge en amont, sinon largement tamponnée, et quand bien même les systèmes de traitement d'eau ont quand même leur plage de variabilité. Pour Madagascar, le cas est encore différent, puisqu'à Madagascar, on est sur une ressource qui est déjà par nature protégée. C'est un petit bijou. Il y a une étude sur la ressource là, qui va être lancée, qui va pouvoir nous donner quelques inputs sur le côté risque lié à ce changement climatique par rapport à la ressource. L'impact direct que l'on voit à Madagascar par rapport à ce changement climatique
c'est sitôt qu'il y a un cyclone, sitôt qu'il y a je ne sais pas si on peut parler d'alerte canicule, en tout cas un très gros fort pic de chaleur, les ventes explosent. La station d'eau municipale, elle, visiblement, est moins résiliente puisqu'elle coupe l'eau, donc ça génère déjà des perturbations sur ce site de production. Donc voilà, dans tous les pays, on suit la qualité d'eau, on suit les variations de qualité d'eau. C'est pour ça que c'est important d'avoir un laboratoire en interne, de façon à pouvoir être au plus près, faire des mesures toutes les semaines, tous les jours éventuellement. Donc c'est le cas à Madagascar, c'est le cas au Cambodge, c'est le cas dans une un peu moindre mesure au Bangladesh, et tout comme le Vietnam, ce sont des projets qui sont en cours, de façon à pouvoir anticiper au mieux ces impacts climatiques, le changement climatique. Anticiper, s'adapter, on l'a bien compris, qualité de l'eau, avec des évolutions, vous l'avez dit, Olivier Tognetti, la question de la salinité, la disponibilité aussi en eau. Alors, Mamie, Olivier Tognetti a un tout petit peu empiété sur vos plates-bandes en nous parlant de Madagascar, mais je suis sûre que vous avez, pour ce qui est de l'impact du changement climatique, alors est-ce que vous allez approuver et abonder dans le sens de tout ce que vient de dire Olivier Tognetti, et certainement des choses à ajouter pour nous faire comprendre ce que sont vos défis quotidiens, Mamie, à Madagascar? Yes, as Olivier just mentioned. Oui, tout comme vient de le dire Olivier, la réalité quotidienne à Tamata, c'est que nous sommes confrontés à des cyclones, des inondations, des canicules et des coupures d'eau dans le réseau municipal. Il y a des pénuries d'eau dans les villes, et c'est ça qui est le plus compliqué, parce que ces coupures sont imprévisibles et peuvent durer pendant des journées entières. Mais nous engageons à fournir de l'eau de bonne qualité en continu. Comment fait-on cela? On se prépare à des pics de la demande. Je vais vous en donner quelques exemples. Nous adaptons nos parcs de véhicules de livraison. Nous recrutons du personnel supplémentaire dans nos usines. Nous créons des stocks tampons plus proches de nos clients. Toutes ces stratégies nous permettent d'absorber ces pics de la demande et ces pics de vente dans les situations d'approvisionnement imprévisible d'eau dans les réseaux municipaux. Nous mettons donc en place des améliorations incrémentales ainsi que les améliorations majeures dans nos usines afin de faire face à cette demande croissante. Nous avons actualisé nos systèmes technologiques et nous sommes en plein milieu d'un projet d'amélioration à mi-parcours où nous allons passer de 2400 jerrycans par jour à 3000 jerrycans par jour. Donc nous renforçons nos capacités, et à côté de cela, nous tirons profit du pool d'experts de Mille et Une Fontaines qui nous assistent face aux défis auxquels nous sommes confrontés afin de réaliser nos objectifs. La protection de l'approvisionnement en eau est très importante, tout comme l'a dit Olivier. Aujourd'hui, les puits que nous utilisons sont tous situés sur notre site d'usine, mais à l'avenir, nous prévoyons de rajouter des couches de protection en construisant des murs autour de notre site. Nous espérons que cela va permettre de réduire le risque de contamination de nos sources d'eau. Cela devrait également permettre de renforcer la sécurité physique de nos installations. En même temps, nous cherchons à améliorer notre modèle opérationnel. Nous essayons de voir si on peut utiliser des réseaux en laiton pour traiter l'eau dans notre usine, et bientôt nous allons mener des études environnementales pour
assurer que nous réduisons nos impacts sur l'environnement. Merci beaucoup, Mamie, pour ce témoignage, et on comprend bien la complexité des défis et cet impact du changement climatique, de la crise climatique qui affecte évidemment la disponibilité de l'eau. Armelle Perenguino, comment résonne en vous ce qu'on a entendu du Vietnam, de Madagascar, et peut-être au niveau de Veolia, évidemment, les questions de disponibilité, de qualité de l'eau, fait partie de vos priorités. Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, le mot a été dit. La question, c'est aujourd'hui comment on s'adapte, parce que les effets du dérèglement climatique, on les voit. On sait que sur les populations, c'est déjà 20 millions de personnes qui sont obligées de quitter leur foyer pour faire face aux impacts du dérèglement climatique. Et d'ici 2050, l'ONU prévoit 200 millions de personnes qui seraient déplacées pour des raisons climatiques. Nous, côté Veolia, on a différents niveaux de réponses. Je dirais, alors, côté fondation, ça va être surtout des réponses liées à l'urgence. J'ai parlé tout à l'heure de la Veolia Force. Donc, c'est un réseau de collaborateurs qu'on est capable de mobiliser extrêmement rapidement et d'envoyer dans les lieux qui sont touchés par des crises avec des équipements, des unités mobiles de traitement, et qu'on est capable de mettre en service extrêmement rapidement pour pouvoir apporter une ressource, apporter un accès à l'eau potable extrêmement rapidement, en moins de 72 heures. Et pour ça, on travaille aussi avec des partenaires, avec le ministère des Affaires étrangères, avec la Croix-Rouge, pour faire partie des équipes qui sont envoyées très rapidement sur place. Au niveau de Veolia, on va dire, on est plutôt sur une réponse donc, en termes d'adaptation, comment on modifie aussi un certain nombre de choses. Par rapport à la ressource, évidemment, c'est une question de réfléchir à des ressources alternatives, donc travailler sur, par exemple, la réutilisation de l'eau, comment on peut réutiliser les eaux usées traitées pour apporter une nouvelle ressource dans des coins extrêmement arides. On fait ça, par exemple, depuis plus de 20 ans en Namibie, là où il y a extrêmement peu d'eau, donc là aussi un savoir-faire qu'on est capable de mettre en œuvre. Travailler aussi sur l'autre volet, les inondations, par exemple, en utilisant les solutions fondées sur la nature. Ça, c'est un axe important aussi de développement. On a des très belles expériences en Espagne, à Alicante par exemple, où on a mis en place tout un parc qui peut être inondé quand il y a des fortes pluies et qui va permettre d'éviter d'avoir des dégâts importants dans la ville. Et en plus, ça apporte d'autres bénéfices, parce que ce sont des petits poumons verts à l'intérieur de la ville qui apportent aussi des lieux pour les habitants, pour les riverains, des lieux d'espace et de rafraîchissement. Et puis, le dernier volet, c'est aussi de travailler sur, comme ça a été évoqué aussi par les équipes de Mille et une Fontaines, mais travailler sur la résilience des installations, comment on dimensionne aussi les installations, comment on les équipe pour résister à des vagues de chaleur extrêmes, par exemple. Ça aussi, c'est des choses. Et là, c'est intéressant aussi parce que c'est des éléments de réflexion qui peuvent être aussi échangés, et pourquoi pas avec Mille et une Fontaines, sur toutes ces réflexions. Donc c'est vrai que c'est des choses, malheureusement, qui deviennent indispensables et qu'il faut aujourd'hui intégrer dans une vision, parce que c'est vrai que le service d'eau d'aujourd'hui, il doit intégrer toutes ces préoccupations qui ne vont faire que s'accentuer dans les années à venir. Donc il faut qu'on travaille avec nos clients, pour les collectivités et les acteurs industriels, pour intégrer ces éléments-là. Merci beaucoup, Armelle Perenguino. Je retiens finalement un mot, oui, parce que parfois il faut savoir ultra résumer, mais c'est s'adapter, l'adaptabilité. Olivier Tognetti nous l'a bien décrit en ligne depuis le Vietnam, ainsi que Mamie, qui était avec nous depuis Madagascar. Merci infiniment à tous les trois pour